De la bière réincarnée en gin, du calva dans le métro, un vin avec des Oreos, une margarita pétillante, du thé et du café vieilli en fût de whisky. Bref, si tout ça vous intrigue, ça tombe bien, c'est justement au menu de la Distill News 48 que je vous propose de dérouler ensemble. Première actu tendance, d'après le rapport Bevalk Insight de Drizly, réalisé auprès de plus de 500 marchands d'alcool en novembre 2021, quelques perspectives 2022 se dégagent. Par exemple, le fait qu'une majorité d'entre eux comptent encore davantage privilégier les produits sourcés localement et bio, le fait que la tequila devrait prendre plus de place sur leurs étals au détriment de la vodka notamment, idem pour les bières craft au détriment des hard seltzer, et plus globalement, la part de l'offre sans alcool devrait continuer à s'accroître, à l'instar aussi de l'offre de boissons infusées au CBD et compagnie. Ensuite, d'après une étude de Mediavision, sinon via AdWords, Google Trends, on constate que les requêtes en ligne au UK pour les mots gin sont en baisse de 14% sur un an et celles pour gin tonic de moins 22%. Dans le même temps, celles pour la vodka et les martinis ont augmenté de plus 10% et 7% respectivement, par exemple si on parle des espresso martini. Et il y a un chiffre qui est un peu plus parlant encore, c'est celui d'Absolute Vodka, dont les requêtes auraient augmenté de plus 108% en 2020. Enfin, si on s'intéresse plus précisément au hard seltzer, d'après une autre étude de Grandview Research, on apprend que le marché pourrait valoir 49,4 milliards d'ici 2028, contre 5,6 milliards de dollars en 2020 et 8,9 milliards de dollars en 2021. Côté produit maintenant, on a la distillerie du Rhône qui, à l'occasion de la Fête des Lumières récemment à Lyon, a fêté son inauguration officielle et a à cette occasion lancé un nouveau gin infusé à la vapeur et intitulé Lancement. En Ile-de-France, sinon, on a la Panam Brewing Company qui, elle aussi, a lancé un gin et plus exactement une bière réincarnée en gin. Alors je m'explique, ça s'appelle Immortal Jellyfish et en fait c'est parti du constat suite au premier confinement. Donc ils avaient 3000 litres de bière qu'ils n'avaient pas pu vendre à cause des confinements et qu'ils ont décidé donc de recycler avec l'aide de la Fabrique à Alcool qui est une distillerie en Ile-de-France et ils ont donc redistillé toute cette bière pour en faire un spiritueux en mode upcycling donc. Ensuite, on a Jim Beam qui a annoncé la sortie d'une crème de bourbon pour les fêtes de fin d'année. Kochi a pour sa part élargi sa gamme en sortant un vermouth extra dry en Grande-Bretagne. La marque Eikan a dévoilé un nouveau whisky Intense Rum Barrels dont la particularité est d'avoir été vieilli 3 ans en Écosse puis 1 an supplémentaire en Martinique, le tout en fût de grand arôme. Et Teremana, la tequila de The Rock, donc Dwayne Johnson, qui se décline maintenant en version añejo, vieillie en fût de whisky américain. En Australie ensuite, où l'été débute d'ailleurs, José Cuervo propose désormais une version RTD pétillante et plus légère en alcool de la margarita. Et pour du sans-alcool mais au CBD, on découvre la marque Flyers Cocktail Co. qui est une gamme de sparkling cannabis cocktails avec des recettes créées par Ivy Mix, la propriétaire du bar Leyenda à Brooklyn. Et niveau design enfin, on a Cointreau qui a collaboré avec The Tropicool Company et Florian Viel pour une édition exotique de sa bouteille. Côté café maintenant, j'ai découvert ces derniers jours une marque qui s'appelle Caffiné et qui en fait propose des cafés affinés en fût de spiritueux ou de vin. Et on a au choix notamment des cafés donc passés plusieurs mois par des fûts de whisky bien sûr, mais aussi par des fûts de Macvin du Jura, de Sauternes ou même de Calvados. Et si vous êtes plutôt branché thé, vous avez Digits Bourbon, donc qui est le whisky de l'ex-star des Chicago Bulls, Scottie Pippen, qui s'est associé avec Smith Teamaker pour développer également une gamme de thé passée en fût de Bourbon pendant 5 mois. Ensuite, s'agit-il de vin ou pas, je vous laisse juger, mais en tout cas, au niveau gagnant de la semaine au rayon bizarrerie, on a Barefoot et son vin aux notes de biscuit Oreo qui a été lancé aux États-Unis. Ça sonne assez spécial, mais n'y pensez même pas puisque c'est déjà sold out. Voilà, et une petite précision au passage, c'est pas clairement dit que c'est un vin au goût d'Oreo, c'est simplement qu'ils ont sans doute un peu exacerbé le côté chocolaté du vin en question et ils ont fait une association, un pairing avec des Oreos donc qui sont vendus, un paquet d'Oreos vendu avec la bouteille de vin en question. Mais voilà, après toute leur communication est assez ambiguë, joue vraiment de cette ambivalence et c'est un beau coup marketing pour le coup.
Ensuite, ceci étant posé, voici une autre nouvelle qui fait sans doute également grincer quelques dents, puisqu'on a appris que le vin c'est 8,5% minimum, mais avec la tendance du sans-alcool, certains demandaient à pouvoir utiliser le mot vin, y compris pour leurs alternatives peu ou pas alcoolisées. Aussi, c'est désormais officiel puisque la Commission européenne les y autorise dans le cadre de la nouvelle PAC 2023-2027 et donc ainsi, d'après l'OIV, la dénomination de la catégorie de produits, donc le mot vin qui est obligatoire sur les étiquettes, peut désormais être complétée par les mentions désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, et ce pour les vins mousseux et les vins pétillants gazéifiés. J'en profite pour apporter une nuance importante aussi, c'est qu'on parle bien de vin désalcoolisé. Il ne s'agit pas simplement de prendre du jus de raisin qui n'aurait pas été fermenté et donc alcoolisé et d'y accoler une étiquette du style vin sans alcool, comme on peut malheureusement le voir sur d'autres produits. Côté business maintenant, on a Duga qui a annoncé le rachat de la société de distribution Marcus Bacchus qui est désormais renommée la Maison du Rhum Luxembourg. Dans un tout autre registre, on a sinon Tilray, dont le domaine de compétence c'est plutôt le cannabis, qui a racheté la distillerie Breckenridge dans le Colorado pour 102,9 millions de dollars, avec l'ambition de créer des boissons distillées, mais sans alcool, infusées au THC. Donc grosse tendance clairement sur tout ce segment actuellement, donc à suivre en 2022. Et ensuite, on a Anheuser-Busch qui a, pour sa part, stoppé sa collaboration avec le rappeur Travis Scott, pour lequel elle produisait le hard seltzer Cacti depuis à peine un an. Donc a priori c'est pas vraiment officiel et exprimé comme ça, mais la décision ferait suite aux décès et blessures qui sont intervenus suite au récent festival Astroworld organisé justement par Travis Scott. Et a priori c'est pas la seule marque qui se détache de l'artiste. Côté vente en ligne, sinon on apprend d'après l'IWSR que la valeur de l'e-commerce des boissons alcoolisées pourrait croître de 66% au niveau mondial sur la période 2020-2025 pour représenter jusque 42 milliards de dollars à ce moment et 6% des volumes vendus en off-trade contre 2% en 2018. Et pour conforter donc cette prévision, on sait qu'en 2020, sa valeur a déjà augmenté de près de 43% en moyenne sur 16 marchés principaux, dont la France. Petit aparté maintenant, si vous aimez tout ce contenu, écoutez, n'hésitez surtout pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la newsletter donc sur distillnews.com, sachant que vous recevrez donc tout ça en avant-première et vous aurez évidemment accès à toutes les sources de toutes les infos, la SPI que je décris ici. Bref, je vous y encourage vivement et dans tous les cas, écoutez, on continue puisqu'il y a encore quelques news passées en revue. C'est reparti. Côté distillerie, on a une nouvelle distillerie qui se construit dans le Speyside qui s'appelle la Dunfale Distillery. Et derrière ce projet, on a les Londoniens de Bimber Distillery, donc qui est une distillerie londonienne. Et elle fera donc dans le projet, elle fera elle-même donc son propre maltage et devrait être opérationnelle courant 2022. Côté whisky sorti, donc on attend le premier single malt à compter de 2026. Côté français sinon et Calvados, on a la filière qui fait sa publicité dans le métro parisien et plus globalement dans la ville avec pas mal d'affiches donc, que vous pouvez retrouver sur le site bien entendu et qui traitent donc du Calva aussi bien sous sa forme neat que au repas avec le café ou même en cocktail. Donc clairement plutôt cool et moderne comme campagne à voir. Côté bar ensuite, on a le Cambridge Public House à Paris, donc récent 92e au 50 Best Bars, qui a mis en place une opération de Noël, à savoir que si vous venez au bar avec un cadeau ce lundi 20 décembre, vous obtiendrez un verre gratuit. Tous ces cadeaux seront ensuite offerts à une association, donc en l'occurrence un cadeau pour la vie, qui vise à améliorer le séjour à l'hôpital des enfants malades. Et pour l'occasion, le bar a réalisé un petit clip que je vous invite vivement à retrouver sur leur compte Instagram. Pour rester côté bar et si vous vous intéressez plus spécifiquement au bartending japonais, sachez que Bartender at Large y a consacré 2 récents épisodes. Donc on a un premier intitulé The 3 Pillars of Japanese Bartending avec Julia Momose, qui est autrice du livre The Way of the Cocktail sur le sujet, et un second en compagnie de Masahiro Urushido du bar Katana Kittens à New York et Michael
Standing, eux deux également auteurs d'un livre sur le sujet du Japanese bartending, et en l'occurrence ici, The Japanese Art of the Cocktail. Toujours sur cette thématique, notez que Cocktail Spirit reviendra les 30 et 31 janvier prochains sous la forme de Spirits of Japan, une expérience japonaise qui réunira 50 producteurs à l'atelier Richelieu à Paris, et le tout évidemment en attendant le salon habituel qui lui devrait se tenir les 12 et 13 juin suivants. De même, juste avant, donc la semaine qui va précéder ce Spirit of Japan devrait se tenir donc du 24 au 31 janvier la Paris Cocktail Week qui elle aussi aura cette thématique du Japon. Côté lecture, sinon, on a le numéro de décembre 2021, janvier 2022 de Global Drinks Intel qui est consultable en ligne, donc vous trouverez le lien évidemment sur distinews.com. Et Noël approchant évidemment, si vous ne savez pas quoi offrir, sachez qu'il y a des nouveaux livres sur les spiritueux qui sont arrivés tout récemment, et notamment celui de Cyril Mald intitulé sobrement Whisky. Ou si vous êtes plus branché cognac, vous avez l'Atlas Les paysages du cognac qui lui aussi fait son apparition en ce mois de décembre. Côté salon, c'est officiel, le Bordeaux Rhum Festival fait son retour et ce sera les 25 et 26 juin 2022, toujours au Palais de la Bourse à Bordeaux. Tandis que le packaging of Premium and Luxury Drinks a lui été décalé, donc il devait se tenir les 19 et 20 janvier prochains à Paris, mais il sera décalé une semaine après le Bordeaux Rhum Festival, à savoir les 29 et 30 juin 2022. Enfin, une fois n'est pas coutume, je vous propose de conclure sur une petite idée déco, enfin en tout cas si vous avez de la place, à savoir un arbre de Noël fait en fût de whisky. Et là, donc c'est une photo, j'ai mis une petite photo d'un arbre comme ça fait par Jack Daniels, donc plutôt rigolo. Si vous avez de la place et que vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer la photo, bien entendu. Mais voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette édition vous a plu. C'était la dernière donc de l'année. Je vous donne rendez-vous le mercredi 5 janvier pour le retour de la newsletter et dans la foulée évidemment pour ce format vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et portez-vous bien entendu. Ciao!